Plus de 60 attaques ont secoué l'est du Burkina Faso en quelques mois, alors même que les rapports militaires décrivent une baisse de 35% des offensives sur la période suivante. Ce choc entre deux courbes opposées dévoile un territoire oscillant entre effondrement annoncé et stabilisation fragile, où chaque journée semble suspendue dans un équilibre mouvant. Que signifie pour vous cette rupture apparente lorsque Ibrahim Traoré choisit d'apparaître au milieu des troupes plutôt qu'à distance? Un interstice s'ouvre alors, bref mais décisif, comme une respiration arrachée aux ruines encore tièdes. Au milieu des villages désertés, des routes meurtries et des familles dispersées, une promesse ténue commence pourtant à émerger. Celle d'une stabilité qui ne dépend plus uniquement du rythme erratique des offensives, mais de la capacité collective à maintenir les zones reconquises. Cette perspective suggère un bénéfice concret pour les habitants vulnérables, une ouverture qui redéfinit la manière d'appréhender la survie quotidienne après des mois de violences diffuses. Elle implique également un enjeu considérable. Si les premiers signes d'accalmie se confirment, même modestement, il pourrait offrir aux communautés rurales la possibilité de reconstruire des gestes élémentaires, cultiver un champ, rouvrir une école, réparer un puits, sans craindre que chaque matin annonce un nouveau déplacement forcé. Mais cette trajectoire reste fragile, car elle dépend autant de la présence continue des forces sur le terrain que de la cohésion entre volontaires, soldats et civils engagés. Un glissement imperceptible peut tout faire basculer, et c'est précisément cette tension discrète qui alimente la question sous-jacente. Jusqu'où cette dynamique peut-elle tenir ? Un détail longtemps passé sous silence se dévoile lorsqu'on observe la chronologie récente. Au moment où plus de 60 attaques frappaient l'est du pays, une série de micro-initiatives pourtant dispersées commençait déjà à inverser la dynamique locale. Et c'est précisément dans cette coexistence improbable entre pression extrême et gestes de reconstruction que surgit le premier indice tangible d'un rééquilibrage encore fragile, bien avant que la baisse de 35% des offensives ne soit confirmée par les rapports militaires. Ce renversement en germe se lit dans la manière dont les forces régulières et les volontaires pour la défense de la patrie ont occupé le terrain, non comme une réponse isolée à une flambée de violence, mais comme une consolidation progressive de points d'appui éparpillés. Les villages abandonnés ne résonnent plus seulement du silence des départs précipités, ils accueillent les premiers retours, timides mais réguliers, de familles qui franchissent à nouveau les seuils de leurs maisons, parfois intactes, parfois à moitié détruites. Les routes stratégiques, autrefois coupées pendant des semaines, se transforment en axes de circulation ponctuellement rétablis, créant une respiration nouvelle pour les marchés locaux et les convois humanitaires. Dans cette recomposition progressive, Ibrahim Traoré apparaît surtout comme une figure ancrée dans le terrain, non pas pour incarner un événement spectaculaire, mais pour matérialiser la continuité d'un effort collectif. Sa présence parmi les soldats et les volontaires agit comme un rappel que la reconstruction ne procède jamais d'un ordre lointain, mais d'un ensemble d'actes modestes, souvent invisibles, qui finissent par redessiner la perception du risque. Ainsi, le contexte général s'éclaire. L'effondrement annoncé n'a pas eu lieu, non parce qu'une victoire décisive aurait été remportée, mais parce qu'une accumulation d'initiatives locales a empêché la rupture finale. Les régions les plus exposées oscillent encore entre menaces persistantes et réouverture progressive, mais le centre de gravité se déplace lentement vers une stabilisation rendue possible par la présence permanente sur le terrain. Ce mouvement, hésitant mais réel, constitue désormais la toile de fond de chaque évolution à venir. Au cœur des zones reprises, la dynamique change de visage grâce à ceux qui demeurent au plus près du terrain. Les soldats épuisés et les volontaires pour la défense de la patrie, souvent issus des villages environnants, deviennent les premiers repères d'une stabilité encore hésitante. Ils ne se contentent pas de tenir une position, ils incarnent une présence continue qui rassure les habitants et rend possible le retour de gestes ordinaires. Dans cette proximité silencieuse, chaque patrouille, chaque point de surveillance et chaque nuit passée sur les axes vulnérables contribuent à solidifier un équilibre naissant. Deux situations illustrent la manière dont ces figures transforment la perception locale. Dans un village vidé par les attaques répétées, une poignée de familles revient planter quelques graines derrière les lignes sécurisées,
Ce geste modeste, à peine visible, signale pourtant une volonté de réinvestir le quotidien malgré les incertitudes. Ailleurs, un groupe de volontaires, enseignants et agriculteurs mêlés, restaure un puits effondré permettant à plusieurs dizaines d'habitants d'accéder à une eau stable. Ces actions, si discrètes soient-elles, deviennent les premières briques d'une reconstruction qui ne se proclame pas, mais se vit. Dans ces micro-scènes, les hommes en uniforme et les civils engagés jouent un rôle de guide invisible. Leur constance crée l'indice d'une cohésion renouvelée, là où les tensions avaient longtemps fragmenté les communautés. Ce fil conducteur, tissé à partir d'efforts souvent ignorés, façonne la perception du risque autant que les opérations militaires structurées. Et tout converge vers une même interrogation. À quoi s'accroche-t-on vraiment pour tenir ? Tout commence lorsque les attaques se multiplient dans l'est du Burkina Faso, frappant village après village et forçant des milliers de familles à fuir. Les routes vitales se retrouvent brisées, les marchés se vident. Les premières escarmouches ne ressemblent pas à des épisodes isolés, mais à l'annonce d'un effondrement prolongé. Les forces régulières, bousculées par des groupes ennemis mobiles, peinent à contenir l'avancée. Et chaque nouvelle journée semble accentuer la sensation d'isolement dans les zones rurales exposées, puis survient l'enchaînement qui impose un tournant. Les attaques atteignent une intensité telle que plusieurs localités basculent temporairement sous la pression insurgée, obligeant les unités déployées à revoir leur mode d'action. Les lignes de défense se réorganisent dans l'urgence. Les communications deviennent précaires. Les villages menacés se vident à nouveau, dans une succession de mouvements forcés qui accentuent la fragmentation du territoire. C'est dans ce chaos que les volontaires pour la défense de la patrie prennent une importance soudaine, mobilisés en quelques jours pour combler les brèches et stabiliser les axes menacés. Leur présence renverse la perception du rapport de force. Ils soutiennent les unités régulières, reprennent certains postes clés et permettent de sécuriser les zones que l'armée ne pouvait couvrir seule. La pression insurgée se heurte alors à une résistance diffuse mais déterminée. Le cap change lors des premières opérations coordonnées. Les troupes avancent lentement, reconquièrent des segments de routes stratégiques et rétablissent les passages indispensables aux convois d'assistance. Les villages désertés voient les premiers retours. Quelques familles franchissent à nouveau leur seuil, guidées par la présence visible des patrouilles. Les drones fabriqués localement entrent en scène et identifient plus d'une centaine de camps ennemis en quelques mois. Cette vue aérienne transforme la manière d'appréhender les zones difficiles d'accès, réduit les risques d'embuscade et permet d'éviter des pertes militaires et civiles supplémentaires. Chaque repère consolidé devient un point d'appui pour élargir l'espace sécurisé. Dans ce mouvement se dessine l'apparition régulière d'Ibrahim Traoré parmi les hommes. Sa présence n'a rien d'un geste symbolique isolé. Elle s'inscrit dans une logique d'action où la cohésion doit précéder toute ambition de reconquête. Les soldats et les volontaires lisent dans ces visites un rappel direct que la stratégie ne se limite pas aux ordres transmis, mais se nourrit d'une proximité constante avec ceux qui tiennent les positions les plus exposées. La dynamique du terrain s'en trouve modifiée. Les lignes, autrefois fragiles, gagnent en consistance. Les habitants, jusque-là dispersés, commencent à percevoir une possibilité de stabilité, même incertaine, mais suffisamment tangible pour envisager un retour à des activités essentielles. Vient ensuite la phase des répercussions. Les marchés rouvrent timidement, les puits réparés réapparaissent comme des points de ralliement pour des communautés encore marquées par les départs successifs. Les axes libérés renouent avec un flux restreint mais régulier. Les pertes matérielles se comptent déjà en centaines de millions de dollars et plus de 150 morts ont été recensés sur la période récente. Pourtant, malgré ces marques profondes, un mouvement de résistance organisée ralentit l'effondrement annoncé. Les gestes de reconstruction se multiplient. Les villages, même fragiles, ne se résignent plus. C'est ainsi que le fil des événements bascule. La dynamique chaotique se transforme en effort conscient pour tenir. La lecture des données révèle une rupture précise. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du pays en 3 mois, puis les rapports confirment une baisse de 35% sur le trimestre suivant. Cette variation marque un glissement mesurable dans le rythme offensif, malgré un niveau de menace qui demeure élevé.
Ce premier indicateur offre une fenêtre de compréhension essentielle. La diminution n'implique pas un apaisement durable, mais elle traduit une perturbation réelle dans la capacité des groupes insurgés à maintenir leur pression. Les opérations coordonnées, appuyées par la présence permanente sur le terrain, semblent avoir réduit les scénarios les plus agressifs, même si les risques demeurent considérables. Ce recul relatif fonctionne comme un repère provisoire pour évaluer l'efficacité des dispositifs déployés. Le deuxième chiffre concerne la réappropriation du territoire. Environ 70% des routes stratégiques, autrefois sous contrôle ennemi, ont été rétablies et sécurisées. Cette donnée indique un rétablissement progressif des circulations nécessaires aux communautés isolées, permettant un retour minimal des échanges locaux. La signification de cette avancée est multiple. Les axes libérés deviennent des artères vitales, permettant aux convois humanitaires de circuler, aux marchés de se réinstaller par segments et aux habitants de traverser des zones longtemps fermées. Chaque tronçon sécurisé fragmente davantage l'emprise insurgée, mais nécessite une vigilance constante. Les forces au sol savent que chaque route rouverte peut redevenir vulnérable à la moindre faille. Pourtant, ce pourcentage, même encore fragile, témoigne d'un changement dans la configuration géographique du contrôle territorial. Le troisième indicateur éclaire la dynamique citoyenne. Plus de 100 000 volontaires ont été formés au sein des volontaires pour la défense de la patrie à la fin du premier semestre 2025. Ce volume montre une mobilisation collective massive, soutenue par l'urgence sécuritaire, apportant un renfort décisif sur le terrain. Ce chiffre illustre l'importance de cette organisation diffuse. Les volontaires prennent en charge des segments que l'armée ne pourrait couvrir seule. Ils participent aux patrouilles mixtes, soutiennent la sécurisation des villages et contribuent aux premières réparations essentielles, puis axes internes, abris temporaires. Leur présence a transformé la manière d'appréhender la défense locale. Toutefois, leur formation accélérée et leur fatigue croissante soulèvent une question. La mobilisation peut-elle se maintenir sans s'épuiser structurellement ? À ces trois repères s'ajoutent les effets des drones fabriqués localement, capables d'identifier plus d'une centaine de camps ennemis en quelques mois. Cette surveillance aérienne limite les pertes, permet d'éviter certaines embuscades et complète la lecture statistique par une observation directe du terrain. Elle renforce la capacité d'anticipation tout en réduisant partiellement les marges de manœuvre adverses. Dans l'ensemble, ces données dressent un paysage nuancé. Les avancées existent, mesurables, mais elles reposent sur un effort combiné qui doit se poursuivre sans relâche. Les chiffres ne décrivent pas une victoire, ils tracent les contours d'une résistance organisée qui cherche à stabiliser ce qui peut encore l'être. Le premier point de vue avance que l'orientation actuelle vers une défense largement communautaire risque d'installer une militarisation profonde de la société burkinabé. Selon cette ligne d'analyse, l'implication croissante de civils armés brouille les responsabilités institutionnelles et fragilise des équilibres déjà précaires. Les unités locales, en se multipliant, pourraient créer un paysage sécuritaire fragmenté où les structures étatiques perdent en lisibilité. Les observateurs qui soutiennent cette thèse rappellent que la frontière entre protection et autorité devient poreuse lorsque les volontaires jouent un rôle plus visible que les institutions formelles. Ils soulignent aussi que l'usage renforcé de technologies émergentes, comme les drones, peut accentuer une asymétrie difficile à maîtriser à long terme. Un second courant défend pourtant une position presque inverse. Pour ses partisans, la survie du pays dépend précisément de cette mobilisation large et diffuse. Les volontaires pour la défense de la patrie ne seraient pas une dérive incontrôlée, mais une réponse adaptée à un contexte où l'armée régulière, isolée, ne peut couvrir l'ensemble du territoire. Dans cette perspective, les volontaires représentent un filet de sécurité indispensable, notamment dans les zones où plus de 60 attaques ont frappé au premier trimestre. Leur présence aurait permis de rétablir environ 70% des routes stratégiques et de soutenir une stabilisation minimale dans les villages les plus exposés. L'argument clé repose alors sur l'idée que cette mobilisation citoyenne empêche l'effondrement annoncé. Face à ces deux lectures, la réponse nuancée se construit à partir des données disponibles. Les chiffres confirment une baisse de 35% des offensives récentes, mais aussi l'implication de plus de 100 000 volontaires et la détection de plus d'une centaine de camps ennemis grâce aux drones locaux. Ces éléments indiquent moins une victoire
qu'un système hybride dans lequel civils et soldats agissent de manière complémentaire. Les risques institutionnels demeurent, mais ils doivent être évalués dans une réalité où la résilience repose sur un effort partagé. La question centrale n'est donc pas de choisir entre militarisation ou participation citoyenne, mais de comprendre comment structurer durablement cette coopération pour éviter qu'elle ne devienne, à terme, une source de fragilité. Un basculement discret apparaît. Il se manifeste dans les zones reprises où la vie quotidienne recommence avant même la fin complète des opérations de sécurisation, comme si les habitants percevaient un changement plus profond que la simple présence des patrouilles. Les gestes ordinaires reviennent presque malgré eux. Ouvrir une boutique, réparer une clôture, revisiter un champ abandonné. Ces actions modestes, éparpillées dans les villages, forment une trame nouvelle qui échappe aux seules logiques militaires. Elles révèlent une transformation intérieure, un déplacement de la peur vers une forme de réappropriation du territoire. À Tenko, les soldats et les volontaires observent que des familles rentrent, alors que les opérations de déminage ne sont pas totalement achevées, signe que l'emprise psychologique des attaques se fissure. Cette inversion, infime mais décisive, modifie la dynamique générale. Les forces ne sont plus seules à porter la reconstruction, la société s'y agrège spontanément. Dans ce mouvement, la présence d'Ibrahim Traoré parmi les unités prend une valeur symbolique, car elle accompagne cette évolution sans la provoquer artificiellement. Elle rappelle que la stabilisation n'est autant des décisions stratégiques que des gestes silencieux de ceux qui reviennent. Ce midpoint éclaire une question essentielle. Que devient une guerre lorsque la population recommence à vivre ? Les transformations qui s'opèrent dans les zones stabilisées deviennent tangibles d'abord pour les populations rurales, les premières touchées par les attaques successives. Dans les villages longtemps isolés, la réouverture des routes stratégiques change radicalement le quotidien. Les déplacements, presque impossibles il y a quelques mois, redeviennent praticables pour les cultivateurs, les artisans et les familles revenues après des fuites répétées. Les puits réparés offrent un accès régulier à l'eau, élément vital dans un environnement où chaque rupture de service fragilisait l'ensemble du village. Ces améliorations n'effacent pas les cicatrices des attaques, mais elles redonnent une autonomie minimale aux communautés qui commencent à reprendre leurs activités essentielles. Le tissu économique local ressent également les effets de cette stabilisation progressive. Dans les marchés ayant rouvert, même timidement, le retour des étals symbolise la reprise des échanges fondamentaux. Les pertes matérielles estimées à plus de 500 millions de dollars continuent de peser, mais la réduction de 35% des offensives et la sécurisation d'environ 70% des routes créent un environnement plus propice aux activités. Les artisans, commerçants et petits transporteurs retrouvent une marge de manœuvre. Les écoles réouvertes dans les zones stabilisées permettent aussi aux parents de consacrer à nouveau du temps au travail, renforçant un cycle économique encore fragile mais réel. Les populations déplacées, estimées à plus de 2 millions de personnes dans les zones frontières et les camps improvisés, vivent une dynamique plus contrastée. Certaines familles reviennent dans leur village dès que les opérations militaires se concluent et que les volontaires assurent une présence permanente. D'autres hésitent encore, marqués par des déplacements successifs et des pertes accumulées. La reconstruction des infrastructures essentielles, puits, routes, écoles, rétablit progressivement des points de repère familiers, mais la peur demeure ancrée. La stabilisation incertaine exige une protection constante sans laquelle les retours risquent de s'interrompre brusquement. Les institutions locales et nationales perçoivent enfin les retombées de cette recomposition. Leur légitimité, affaiblie par des années de distance avec le terrain, se reconstruit lentement à travers une présence active et des engagements visibles. Les équipes administratives se déplacent davantage, validant la réalité des avancées et accompagnant la reconstruction des services essentiels. Les drones fabriqués localement, capables d'identifier plus d'une centaine de camps ennemis, renforcent les capacités de surveillance et réduisent la dépendance à des soutiens extérieurs. Les forces régulières et les volontaires, en travaillant côte à côte, façonnent une cohérence institutionnelle qui semblait lointaine. Dans cette dynamique, la présence d'Ibrahim Traoré au milieu des unités consolide l'idée que la coordination peut redevenir un levier politique et opérationnel.
À travers ces 4 groupes d'impact, une ligne commune se dessine. La reprise n'est ni uniforme ni acquise, mais les signaux convergent vers une possibilité réelle de stabilisation. Une stabilité encore fragile, mais perceptible dans les gestes qui reviennent, les routes qui se rouvrent et les villages qui reprennent souffle. Le scénario central, celui d'une stabilisation progressive, repose sur la continuité des efforts conjoints entre forces régulières et volontaires pour la défense de la patrie. Dans cette trajectoire, la baisse de 35% des offensives observées au dernier trimestre se maintient ou s'améliore légèrement. Les routes stratégiques, déjà rétablies à environ 70%, deviennent plus fiables, permettant des déplacements réguliers entre villages, marchés et axes humanitaires. Les puits restaurés soutiennent un retour graduel des activités rurales, tandis que les drones fabriqués localement renforcent la surveillance de zones sensibles. Rien n'y garantit une sécurité complète, mais la consolidation lente d'espaces stabilisés crée un couloir d'opportunités pour les communautés qui souhaitent reconstruire leur quotidien. Dans le scénario optimiste, l'élan s'intensifie. Les unités mixtes neutralisent plusieurs positions ennemies, les opérations coordonnées se multiplient et les villages reprennent vie plus rapidement que prévu. Les 70% de routes sécurisées deviennent des corridors pleinement fonctionnels, facilitant la circulation des biens et le retour des familles déplacées. Les écoles rouvertes se remplissent progressivement, les marchés retrouvent un rythme plus stable et les initiatives locales, réparation de puits, réhabilitation d'axes secondaires, restauration des champs, gagnent en cohérence. Une dynamique de confiance s'installe alors, renforcée par une implication citoyenne soutenue. Ce scénario ouvre la voie à des partenariats extérieurs plus équilibrés, favorisés par des signaux tangibles d'amélioration. Le scénario le plus sombre envisage au contraire un renversement brutal. Les groupes insurgés profitent de failles ponctuelles, relancent des offensives ciblées et rendent certains axes à nouveau impraticables. Les retours de population s'interrompent, les villages évacués se multiplient et la pression sur les ressources locales s'accroît. Les pertes économiques, déjà estimées à plus de 500 millions de dollars, s'alourdissent encore. La cohésion interne devient fragile, exposée aux tensions générées par la fatigue des volontaires et les déplacements forcés. Dans cette configuration, la reconstruction ralentit fortement et l'ensemble du territoire risque de replonger dans une phase d'incertitude accrue. Ainsi, une règle simple se dessine. Si les efforts de présence, de protection et de coordination se maintiennent, alors la stabilisation peut devenir une trajectoire crédible. Si ces maillons se relâchent, la fragilité reprend immédiatement le dessus. Pour ceux qui vivent au plus près des zones libérées, les transformations se mesurent avant tout à travers les gestes quotidiens. La réouverture d'un puits, le retour de quelques familles ou la circulation retrouvée sur une route stratégique ne sont pas de simples signes techniques. Ils deviennent des marqueurs d'un apaisement relatif. Ces habitants constatent que la survie ne dépend plus uniquement de la fuite, mais d'un début de continuité. Leur rapport au territoire change lentement, porté par des améliorations discrètes mais palpables. Pour les acteurs, dont l'avenir repose sur la cohésion sociale, enseignants, jeunes, commerçants, artisans, les effets s'expriment différemment. La stabilisation, même fragile, leur offre un espace mental où envisager des projets n'apparaît plus comme un pari insensé. Les écoles rouvertes permettent aux familles de réorganiser leur quotidien, les marchés reprennent un souffle minimal et les réseaux communautaires tentent de se reconstituer. Ce léger répit n'efface ni les pertes ni les incertitudes, mais il crée une zone d'action possible où les initiatives individuelles retrouvent une portée collective. Pour les observateurs plus éloignés des zones directement exposées, les changements prennent une valeur symbolique. La mobilisation de plus de 100 000 volontaires, la sécurisation d'une grande partie des routes et les efforts conjoints des forces locales deviennent des signaux que le pays refuse de se résigner. Cette perception alimente une forme d'adhésion qui, sans être uniforme, renforce les dynamiques locales. Elle montre que la reconstruction ne se réduit pas aux opérations militaires, mais se construit à travers une responsabilité partagée. À travers ces 3 regards, une même intuition se confirme. La stabilisation commence lorsqu'un espace de vie réapparaît. Stabiliser durablement les zones récemment sécurisées exige une méthode claire, structurée autour d'étapes mesurables.
La première consiste à maintenir une présence continue dans les villages clés. Les forces régulières et les volontaires doivent multiplier les patrouilles mixtes et consolider les points d'observation déjà installés. Le progrès se mesure par la diminution des déplacements forcés et par la réouverture régulière des axes secondaires. Cette étape crée le socle minimal, empêchant un retour brusque des offensives. La deuxième vise la restauration accélérée des infrastructures essentielles. Les équipes locales, appuyées par les autorités administratives, doivent suivre un calendrier strict pour remettre en état puits, routes et écoles. La réussite s'évalue par la capacité des familles à reprendre leurs activités sans interruption majeure. Chaque amélioration matérielle devient alors un levier direct de stabilité pour les communautés rurales qui reconstruisent leur quotidien. La troisième étape concerne la cohésion interne. Les responsables locaux, accompagnés de représentants sécuritaires, ont pour tâche d'ouvrir des cercles de dialogue réguliers afin de réduire les fractures nées des années de tension. Les résultats se lisent dans la participation citoyenne aux initiatives de reconstruction et dans l'apaisement des tensions intergroupes. L'objectif est simple, empêcher que les divisions internes ne redeviennent un facteur d'effondrement. Dans cette séquence, la présence d'Ibrahim Traoré sur le terrain agit comme un rappel de la cohérence nécessaire. Sécurité, service et confiance doivent avancer ensemble. La progression dépend moins d'un geste spectaculaire que d'un enchaînement constant de décisions modestes, mesurables et répétées. Ainsi se dessine une trajectoire. Tenir, réparer, rassembler, puis consolider. Dans les villages où l'on avait vu, au début de la stabilisation fragile, des soldats exténués, veillant des positions reconquises et des volontaires réparer un puits effondré, les mêmes gestes se répètent aujourd'hui avec une autre portée. Ce ne sont plus seulement des actes destinés à empêcher l'effondrement, mais des preuves qu'un fil de persévérance s'est tissé au milieu des ruines. Les familles qui replantaient donc quelques graines dans un sol encore instable retrouvent maintenant, dans ce rituel simple, une manière de reprendre possession de leur histoire. Ces gestes, modestes mais réguliers, composent une mosaïque silencieuse que rien ne semble capable d'effacer. Dans cette continuité presque discrète, la présence d'Ibrahim Traoré réapparaît parfois, non comme un symbole distant, mais comme un témoin direct de ses efforts tenaces. Sa proximité renvoie aux premières images du terrain, fatigue, poussière, incertitude, et malgré tout, une détermination intacte. Ce rappel relie les premières heures du redressement aux traces de stabilité qui émergent aujourd'hui, même si rien n'est encore assuré. De cette lente reconquête du quotidien naît une certitude simple. La dignité se construit pas à pas. Lorsque le soleil descend lentement sur les terres encore marquées par les combats, une image simple s'impose. Celle d'un pays qui, malgré l'épaisseur des épreuves, refuse de renoncer à son avenir. Dans les marchés qui reprennent vie, dans les écoles rouvertes, dans les villages où l'on remet en état un puits ou un champ, se construit une énergie collective qui dépasse les discours et les frontières institutionnelles. Cette dynamique silencieuse rappelle que la reconstruction n'est pas seulement une affaire de forces engagées, mais un mouvement qui circule dans les gestes ordinaires de chacun. Ce récit, composé de patience, de blessures et d'élans minuscules mais répétés, invite à réfléchir à la manière dont un peuple peut se maintenir debout sans certitude durable. Il suggère que la résilience ne se décrète pas, elle se façonne, dans la continuité, là où les décisions, les retours et les efforts convergent. Alors, face à ces trajectoires entremêlées, quelle part serions-nous prêts à assumer dans un tel défi collectif ?